Tété avec Nathalie. Alors, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, ce soir, tu es là pour nous parler de ton association Matété. Alors, peux-tu nous faire une présentation tout simplement de ton association? Alors, l'association Matété est une association qui existe depuis 2018, mais Matété existe depuis déjà près de 10 ans, depuis 2014. C'est une création à l'issue de mon annonce de cancer en 2013, et je me suis dit qu'est-ce que j'allais pouvoir bien faire pour pouvoir accompagner les femmes qui, comme moi, viendraient après et seraient touchées par le cancer du sein. Et donc, j'ai commencé d'abord par un blog où j'ai décrit mon parcours de soins que j'ai choisi de faire en Martinique. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant que les femmes sachent comment se passe une chimio, comment se passe la radiothérapie, comment on vit une ablation, une mastectomie, puisque j'ai eu une double ablation, une double reconstruction. Donc c'est tout mon parcours de soins que j'ai décrit. Et puis en 2018, des amis m'ont fortement incité à créer une association parce qu'elles voyaient que j'étais très investie, elles avaient envie d'être à mes côtés. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'association. Dans nos statuts, nous disons clairement que nous voulons informer, sensibiliser, faire de la prévention et accompagner les femmes et les hommes atteints du cancer du sein, parce que les hommes aussi sont touchés par le cancer du sein. Et depuis 2018, c'est ce que nous faisons sur toute la Martinique. Très bien. Ben, ce que je trouve de probant, c'est que toutes les associations qu'on reçoit jusqu'à maintenant, elles naissent au fait tout simplement d'une expérience et de cette envie de partager, cette envie d'aider, de permettre aux futures personnes atteintes de ce cancer de pouvoir trouver des solutions et trouver des oreilles à l'écoute. Laurane, je te sens crépiter un peu, j'ai l'impression que tu as une question, je te sens un peu frémir là. Alors non, pas forcément de question parce que bon, dans la présentation, elle nous a un peu dit en fait quel était le concept de son association. Et c'est vrai que je te rejoins parce que effectivement, par rapport à toutes les associations qu'on a vues passer, c'est vrai que ce sont des gens qui ont eu cette expérience, qui ont justement par rapport à ça voulu se battre, faire des choses et aider les autres qui passent aussi par la même chose. Et non, en fait, moi, je suis plutôt en mode admiratrice, en fait. J'admire, en fait. Je suis là en mode, oui, waouh, c'est énorme, tu vois. Et franchement, voilà, là, je pense que c'est mon cœur qui regarde. Je te laisse continuer. Alors, justement, Nathalie, moi, j'ai une question pour toi. Donc, tu nous as expliqué, en gros, ce que vous faites. Donc, l'accompagnement, généralement, c'est plus de l'accompagnement. Mais tout à l'heure, en off, on a eu une petite discussion. Et j'aimerais que tu nous parles de ce magnifique projet que tu as avec ton association. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et surtout, lancer ton appel. Alors, l'association a commencé son activité avec effectivement de l'écoute, de l'accompagnement. Et puis, on a décidé d'avoir un véhicule qui est présentement là ce soir, que l'on appelle la Matété Mobile. C'est un véhicule qui est aménagé, qui nous permet d'aller dans toutes les communes de Martinique, en partenariat avec les municipalités et les CCAS, pour aller rencontrer les Martiniquais et faire cette prévention qui est nécessaire. On rappelle qu'on a 250 femmes par an qui sont en Martinique diagnostiquées pour le cancer du sein. Et donc, on a aussi malheureusement une 60aine de décès par an. Et pour faire baisser ce chiffre des décès, il faut qu'on puisse diagnostiquer les femmes très tôt. Il faut vraiment qu'elles fassent leur dépistage, leur mammographie. Et donc, nous, on accompagne cet élan en allant sur le terrain, en informant les femmes, en les incitant à faire leur dépistage. À côté de ça, nous avons décidé l'an dernier d'avoir un lieu d'ancrage, un local, que nous avons appelé le tiers-mieux, pour faire un jeu de mots avec le tiers-lieu. Et notre tiers-mieux, c'est un endroit où normalement les femmes touchées par le cancer du sein doivent trouver à nos côtés tout ce dont elles ont besoin pour aller mieux. Nous sommes sur 3 niveaux. Donc au dernier, nous avons l'intention de faire des activités physiques adaptées, très utiles quand on a cette pathologie pour éviter la récidive. On voudrait faire du yoga et du pilates. On souhaite faire aussi de l'aquagym à la française. On est en cœur de Villafort de France. Au niveau du premier, nous avons l'espace associatif
où nous pouvons faire des entretiens et accueillir donc les personnes et les familles qui viennent nous voir. Nous avons aussi un espace dédié aux professionnels de santé ou à d'autres professionnels qui veulent nous accompagner et faire des permanences. Pour exemple, pas plus tard que ce mercredi, les avocates du barreau de Fort-de-France effectuaient une permanence pour les femmes qui sont en parcours de soins mais qui ont des difficultés d'ordre juridique, pas spécialement liées à leur santé. Mais on sait bien que quand on est malade, on a moins recours à ses droits, on a moins d'énergie pour se défendre et donc ce type de permanence est bienvenu. Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons le cœur de notre projet qui est de créer une boutique, Matété la boutique, qui va permettre aux femmes en parcours de soins de pouvoir trouver tout ce dont elles ont besoin pendant le parcours de soins. J'ai un diagnostic de cancer du sein, je sais que je vais avoir de la chimio, je sais que les cheveux vont tomber, à Matété la boutique, je pourrai trouver une prothèse capillaire. J'aurai une ablation, j'aurai besoin d'une prothèse mammaire. On espère pouvoir avoir la possibilité d'en vendre aussi, de la lingerie adaptée, des maillots de bain adaptés, la cosmétique qui va bien, etc., etc. Ce constat, nous l'avons fait depuis 10 ans que nous agissons au sein de Matété. Beaucoup de femmes nous appellent pour nous dire où je peux trouver une prothèse capillaire. On aimerait avoir les adresses. Où je peux trouver le vernis au silicium, etc., etc. Et on s'est dit, mais tant qu'à faire, si nous sommes identifiés pour pouvoir renseigner sur ces produits, pourquoi ne pas tout simplement avoir cette boutique et avoir cet accompagnement que nous avons déjà sur pied et cette connaissance de la maladie, cette expertise pour que ces personnes soient en plus de leur achat bien accompagnées. Alors bien sûr, on parle de cancer du sein, mais c'est sur tous les soins de cancer où on a besoin d'un certain nombre de choses à acheter. On aimerait bientôt être la boutique de référence, pas seulement pour les femmes atteintes du cancer du sein, mais pourquoi pas aussi pour les hommes atteints du cancer de la prostate ou pour d'autres pathologies. Ah, c'est magnifique, c'est un très beau projet. Mais justement, on parle, j'entends boutique, j'entends tout ça. Je suppose que tout cela ne s'acquiert pas gratuitement. Alors non, on a un certain nombre de partenaires, mais on aimerait en avoir plus. C'est vrai que nous avons des dons aussi, nous avons des adhésions, mais d'avoir des partenaires qui nous suivraient sur ce projet serait un plus. Donc on lance un appel. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est vraiment un projet qui a du sens. C'est un projet qui fera du bien aux personnes touchées, mais aussi aux familles. Et donc, on espère que des entreprises ou des collectivités, des institutions aussi, de toute façon, on a déjà fait quelques appels à projets, donc on en reparle pour qu'ils puissent nous écouter et entendre que nous avons ces besoins. Je pense que c'est un projet qui a du sens, donc on espère qu'on sera encore plus aidé qu'on ne l'est déjà encore. Eh bien, moi, je t'encourage au-delà d'espérer, à croire que ça va fonctionner, que ça va le faire, puisque très sincèrement, moi, j'y crois. Et si je peux diriger qui que ce soit vers toi, je le ferai sans hésiter. Est-ce que vous êtes partenaire avec la Ligue du Cancer? Est-ce que vous êtes des partenaires de la Ligue du Cancer? Alors, partenaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, on n'a pas contractualisé un partenariat, mais nous sommes en contact avec les différentes associations présentes ici, Singulière, la Ligue contre le cancer, Amazon, Cœur d'Oya. On se connaît tous et toutes, donc il nous arrive de nous croiser et parfois de faire des choses communes. Donc voilà. Très bien, parce que je pensais tout simplement, comme tout à l'heure, la réflexologue, qui peut permettre à des adhérents à la Ligue du Cancer de pouvoir bénéficier de certain nombre de prestations gratuites. Est-ce que chez vous aussi, il y a cette possibilité via la Ligue du Cancer de bénéficier? J'ai entendu de pilates, d'aquagym à la française. Alors, pas via la Ligue contre le cancer. Par contre, ce que nous faisons, quand nous n'avons pas les activités en propre chez nous, il va de soi qu'on va diriger les personnes qui viennent nous voir parce que nous connaissons les activités qui sont faites par la Ligue, nous connaissons celles qui sont faites par Amazon ou par Singulière. Et quand nous n'effectuons pas ces activités, nous dirigeons vers les autres associations. L'idée, c'est vraiment de faire profiter à nos bénéficiaires de toutes les opportunités possibles, même si elles ne sont pas offertes par nous. Tout à fait. Donc, vous fonctionnez vraiment en termes de réseau.
C'est vraiment un réseau et vous permettez à tous ceux qui en ont besoin de bénéficier au maximum de prestations leur permettant de mieux vivre cette maladie. Tout à fait, c'est dans notre intérêt. Ce que nous voulons tous et toutes, c'est que les personnes concernées par le cancer du sein soient accompagnées. La réflexologie, c'est un soin de support important. Nous n'offrons pas de soins de réflexologie, mais c'est sûr que nous allons diriger nos bénéficiaires vers la Ligue qui en offre. Très bien. Matete, très beau jeu de mots. Est-ce que demain, on peut s'attendre à ce que Matete devienne une marque? Pourquoi pas? Rien ne nous est interdit. On est sur une réflexion pour mieux encore accompagner. Le fait d'avoir un local maintenant nous demande d'être encore plus organisé. Le fait d'envisager quelques activités aussi nous demande une organisation. Chaque chose en son temps. Là, nous sommes en train de nous déployer sur la Guadeloupe puisqu'il y a eu une demande de pas mal de femmes sur la Guadeloupe, notamment sur nos Matete Box, qui sont des box customisées avec des cadeaux dedans. Donc, nous sommes en train de nous installer en Guadeloupe par ce biais. On va lentement, mais sûrement. Magnifique. Laurent, as-tu une question avant qu'on clôture? Alors déjà, mis à part le mois d'octobre, est-ce que ça vous arrive des fois de faire des interventions parce que moi, je connais pas en vrai. J'apprends aussi. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'apprends. Est-ce qu'il vous arrive d'intervenir dans des lieux, dans des écoles, au cours de l'année, pas seulement et forcément au mois d'octobre? Alors, dès le départ, dans notre fonctionnement, nous avons toujours eu le désir d'aller vers les Martiniquais. Donc, nous faisons des interventions en milieu scolaire, dans des collectivités, en entreprise et comme ici pour le grand public. Donc, effectivement, notre point d'orgue, c'est vraiment Octobre Rose parce qu'on a beaucoup de sollicitations, mais tout le reste de l'année, nous faisons des interventions et nous disons que nos interventions sont pour tous les âges et en tout lieu. Je vous donne quelques exemples. Nous avons eu à faire une intervention dans une maternelle au Saint-Esprit avec des livres adaptés pour les enfants, pour leur âge, pour leur expliquer comment une maman devait se battre pour pouvoir aller mieux. Et le livre s'appelait « Maman est un pirate ». Maman part chaque jeudi sur le bateau sans pitié avec ses amis pirates qui sont en fait des médecins pour combattre les méchants crabes qui sont sur la mer. Et en fait, après, elle doit arriver sur l'île au trésor, l'île de la bonne santé. Et les enfants étaient hyper réceptifs. Et on voyait même qu'il y avait des enfants qui vivaient cette situation chez eux parce qu'ils devançaient parfois ce que j'allais dire. On a eu l'occasion de faire une intervention pour les femmes en situation de prostitution. Parce que ces femmes-là aussi, elles peuvent être sujettes à des cancers du sein. On a eu aussi à faire une intervention en milieu carcéral. Le cancer ne reste pas à la porte de la prison. Donc, elles aussi, elles ont besoin de parler de prévention, qu'on leur montre l'autopalpation. Et puis, j'ai eu aussi cette année à faire une intervention à une unité psychiatrique de Mangovulsin avec des personnes qui avaient des problèmes psychiatriques. Et eux aussi, ces femmes-là, elles ont besoin. Justement, excuse-moi. L'autopalpation, ça veut dire que même dans les milieux d'incarcération où certaines personnes n'ont pas les moyens de pouvoir se faire palper par un médecin ou autre. Alors, elles ont les moyens de se faire palper par un médecin. En milieu carcéral, on a un médecin qui va vous ausculter. Et au moment où j'y étais, il y avait d'ailleurs une femme qui était incarcérée et qui avait eu un cancer du sein, qui était en traitement. Donc, les personnes en situation d'incarcération sont suivies. Là où je viens, c'est pour leur dire qu'il faut qu'elles apprennent à faire leur autopalpation. C'est pour leur dire que si elles sont une petite boule ou si elles ont des signes visuels, il faut aussi qu'elles en parlent au planton, qu'elles en parlent à leur médecin en milieu carcéral. Et donc, à ce moment-là, elles rentrent dans un parcours de soins normal, mais pour une personne qui est incarcérée. D'accord. Après, ça peut se faire très jeune.
C'est-à-dire, on va dire pour une petite lycéenne, à partir de là, on Alors, peut commencer, l'autopalpation, je pense qu'il ne faut pas commencer à l'adolescence pour ne pas mettre un stress. Je pense qu'à partir 18-20 ans, puisqu'on sait que la palpation annuelle est à partir de 25 ans chez un professionnel de santé, soit chez un gynécologue, soit chez une sage-femme ou votre généraliste. Donc que les mères apprennent à leurs filles à partir de 18 ans qu'il faut qu'elles prennent soin de leur sein, qu'il faut qu'elles pratiquent l'autopalpation, ne me semble pas trop tôt. Maintenant, pour des adolescentes, je pense qu'on a encore un peu le temps de voir, même si des cas de cancer du sein chez une adolescente ont été observés, mais c'est très rare. D'accord. Après, je pense que quelquefois, ça peut être inévitable. Mais s'il y avait un petit conseil pour justement pas éviter, parce que bon, comme j'ai répété, comme je l'ai dit, rien n'est inévitable. Mais un petit conseil pour justement prévenir ou bien faire quelque chose pour éviter forcément des cas assez cancérigènes. Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais la première chose, c'est pour les femmes entre 50 et 74 ans de réaliser leur mammographie, de participer au dépistage organisé. Tous les 2 ans, elles reçoivent un courrier qui leur demande de faire leur mammographie. Ne pas avoir peur, y aller. Pour certaines femmes, elles diront que ça fait mal. Et oui, pour certaines, ça fait mal. Mais je leur dis... la douleur sera bien plus grande quand on a un diagnostic et que la maladie a progressé. Donc, n'ayez pas peur. Je vois des hommes ici. Je dis aux hommes qui sont là, incitez les femmes de vos vies à aller se faire dépister, les maris à leurs femmes, les fils à leurs mères, les frères à leurs sœurs. Incitez les femmes de vos vies à faire ce dépistage, c'est important parce qu'on sait que le dépistage soigne des vies. Et puis je dirais avoir une bonne hygiène de vie, pratiquer une activité physique, avoir une bonne hygiène alimentaire, ne pas fumer, éviter de boire trop. Ce sont déjà de bonnes bases pour avoir une bonne santé au préalable. C'est super, c'est génial. Eh bien, on est très content de toutes ces informations. Même moi, j'apprends encore et non, c'est satisfaisant. Et comme elle a dit, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, faites-le. Vaut mieux tard que jamais. Et plus vous allez traiter facilement le problème, eh bien, peut-être que vous aurez une chance de vous soigner bientôt aujourd'hui. Comme, rappelle-moi, Nathalie. Comme Nathalie, mon cancer date de 10 ans. C'était en 2013. Voilà. Eh bien, franchement, je dis bravo. On peut vraiment applaudir Nathalie. Il faut du courage aussi. Alors, j'ai pas envie qu'elle nous quitte comme ça. Elle a parlé d'autopalpation. J'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble. Juste avant d'accueillir Nathalie Chéry, qui est là avec nous. Elle est prête apparemment. Elle a peut-être anticipé, je ne sais pas, mais voilà. À quoi ça ressemble une autopalpation? Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration d'autopalpation? Et pour continuer ce que tu as dit, les hommes, incitez les femmes de vos vies à aller se faire dépister, mais tant qu'à faire, accompagnez-les, faites-le vous aussi, puisque tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas qu'une maladie de femme. Alors, l'autopalpation, il faut la faire en dehors des règles. Quand on a encore ces règles, pour les femmes qui ne sont pas réglées, il n'y a pas de souci. Alors moi, je dis une fois par mois, c'est le bon rythme. Il ne faut pas le faire trop rapproché ni trop espacé. Donc, on est bien sûr déshabillé devant son miroir. Là, nous sommes entre nous, donc en public habillés. Donc, on va mettre pour la femme la main derrière la nuque. On va bien dégager le torse. Et à ce moment-là, on va prendre la main opposée. Et donc, on va faire des petits cercles. On va bien sentir l'intérieur parce que l'idée, c'est quoi? C'est de bien connaître en tant que femme son corps et ses seins. Donc, on va palper. Donc, on va faire des cercles. Et puis, on va avancer doucement. Alors, on part pas de là pour aller jusque là. On avance vraiment petit à petit. On prend son temps. C'est pas un moment où le mari nous taquine, où on a à manger sur le feu, où les enfants nous appellent, où le téléphone sonne. Il faut vraiment être concentré. Et donc, on va faire tout le tour en avançant. Alors, moi, j'ai des prothèses, c'est un peu compliqué, mais on va faire tout le tour en avançant jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe du sein.
Si on sent qu'on n'a pas, qu'on a raté une petite zone, c'est pas grave, on repart en arrière et on recommence. Quand on a terminé, on va purger. Ah oui. On va essayer Bien, Nathalie. comme ça, on va tous voir. Alors donc, je disais qu'on part sur le côté et on met la main. Ainsi, on fait des petits cercles et on avance tout doucement et on continue à faire des petits cercles. On va faire ça jusqu'à ce qu'on fasse le tour en colimaçon et arriver à la pointe. Quand on a terminé, on va purger la pointe du sein pour voir s'il n'y a pas un épanchement, si on n'a pas de liquide. Voilà. Normalement, si vous avez un bébé, vous allaitez, oui, le sein il peut couler, il y a un liquide, mais en dehors de ce moment-là, normalement, on ne doit pas avoir le sein qui a un épanchement. Quand on a terminé, on va toucher tout le creux du bras, donc sous le creux axillaire, pour voir si on n'a pas une petite boule ou un petit ganglion. Donc, on va vraiment palper toute cette partie-là pour vérifier. Quand on a terminé, on remet l'autre main derrière la nuque, on va faire la palpation au niveau du sein, on va purger la pointe du sein pour voir s'il n'y a pas d'épanchement, et pareil, on va regarder sous le bras si on n'a pas un ganglion, s'il n'y a pas quelque chose de suspect. Quand on a terminé, on est devant son miroir, donc on finit la partie au toucher, on va passer à la partie visuelle. Donc on va regarder si notre sein n'a pas changé, s'il n'a pas une bosse, s'il n'a pas un creux, si on n'a pas un changement au niveau de la peau du sein. Des fois, vous avez le sein qui est lisse et puis il y a une partie de la peau qui peut faire comme une peau d'orange. On va regarder si on n'a pas des veines qui sont vraiment beaucoup apparentes, contrairement au mois dernier, par exemple. On va regarder si on n'a pas le mamelon qui a changé de couleur, qui a foncé. On va regarder si on n'a pas une petite plaie aussi des fois qui ne guérit pas. Tout ça, ce sont des signes qui doivent nous alerter et nous emmener à consulter soit notre généraliste ou soit notre gynécologue. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de garder en tête tous les symptômes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois par mois, pour avoir de la régularité, vous vous dites par exemple, le premier dimanche du mois, en tant que femme, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes seins, je m'occupe de mes ongles, je m'occupe de mes cheveux, je fais toutes mes petites choses et j'intègre la palpation dans une routine de femme en fait. Quand on a fait on a ce moment-là, si on ne retient pas tout, prenez le principe de vous dire, à partir du moment que je vois quelque chose de suspect qui attire mon attention, qui n'est pas habituel au niveau de ma poitrine, je ne prends pas de risque, j'interroge mon généraliste ou mon gynécologue qui lui avisera et verra s'il vous propose une mammographie à faire. Mais prenez l'habitude en tant que femme d'intégrer la palpation de vos seins dans votre routine. Et j'en profite aussi pour dire aux mères, parce que notre objectif aussi à Matete, c'est de faire des générations de femmes conscientes du fait que leurs seins sont importants, c'est de dire aux mères, souvent on parle à nos filles des règles, on s'en fait tout un truc, il faut qu'on leur annonce les règles, ça sert à quoi, etc. Et profitez de ce moment aussi pour dire à vos filles que leurs seins sont importants et que quand elles seront des femmes, il va falloir qu'elles en prennent soin. C'est bien le bon moment pour pouvoir déjà leur inculquer cette responsabilité qu'elles ont pour leur propre santé, de palper leurs seins et de regarder leurs seins, voilà, comme une autre partie du corps qu'on va vraiment regarder pour en prendre soin. Très bien. Et pour les hommes, est-ce que c'est exactement le même processus ? Alors, les hommes n'ont pas de sein comme nous, puisque nous, on a une glande mammaire. Donc, eux, ils peuvent avoir la petite boule qu'ils vont sentir, mais ils peuvent avoir les signes qui sont les mêmes plus ou moins chez les femmes. Moi, je connais un homme, par exemple, qui a été atteint du cancer du sein, et lui, c'est le téton qui était rentré, et c'est ça qui l'a amené à consulter, parce que vous avez des tétons, normalement, ils doivent aller vers l'extérieur. Donc, pareil pour les hommes, à partir du moment que vous avez quelque chose qui vous semble suspect, n'hésitez pas à y aller. Les hommes, c'est plus compliqué parce que les cas sont rares. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas que le cancer du sein existe chez l'homme et quand ils ont un signe, pour la plupart, ça passe à l'as parce que ils ne pensent pas à cette pathologie-là. Donc c'est bien que les hommes soient au courant, mais je dis souvent aux hommes, vous avez beaucoup plus de risques d'être un homme qui va être un aidant et un accompagnant, parce que vous êtes des maris, des pères, des fils, des frères,
que d'être quelqu'un qui va peut-être en développer un. Donc ce n'est pas une affaire de femmes. Souvent quand on a un cancer et un cancer du sein, ça devient une affaire de famille. Donc, il faut que les hommes se saisissent aussi de cette question-là, comme il faut que les hommes s'intéressent aussi à l'endométriose, voilà. Donc, c'est mon message de ce soir. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Un moment très riche en informations. Et puis, toutes nos félicitations pour cette acquisition à Fort-de-France, pour ce local. Et puis, comme je t'ai dit, on y croit et on va jusqu'au bout. D'accord? Merci à tous de votre écoute. Bonne soirée. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir Cindy Chéri, pendant que je raccompagne Nathalie, voilà. Cindy Chéri. Je dis pas Cindy Chéri parce que c'est ma chérie, hein, c'est son nom. Cindy Chéri. J'ai vu des gens qui me fusillent. Surtout les messieurs. Je t'en prie. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Je remercie l'association Altitude T220 de m'avoir permis de venir échanger avec vous ce soir. Et puis pour les féliciter également, ainsi que tous les bénévoles qui sont présents, de toutes les associations également, pour pouvoir vous offrir ce moment. Alors, de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler surtout de dépression et de cancer, parce que aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la journée européenne de la dépression. Et j'ai voulu faire avec vous un parallèle entre la dépression et les personnes atteintes du cancer du sein. Et l'idée pour moi est de vraiment vous sensibiliser à ça pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de facteurs qui peuvent effectivement vous concerner, et peut-être que vous ne faites pas nécessairement le lien en réalité avec une suspicion de cancer ou un cancer avéré. Donc, je suis partie de savoir un petit peu, et si vous me suivez un petit peu, c'est vrai que j'aime beaucoup les chiffres parce que je trouve que c'est très parlant, et je voulais vraiment vous expliquer que généralement, 1/3 des femmes atteintes de cancer du sein souffrent de détresse psychologique qui sont associées justement à l'annonce, à la mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que pendant le parcours, pendant le traitement, on ne se rend pas compte à quel point il faut, nous, je dirais, aidants, accompagnants, famille, amis, alliés, enfin mettez tout ce que vous voulez derrière, nous avons aussi un rôle à jouer pour accompagner en fait les personnes qui sont atteintes du cancer du sein, ou qui sont justement préoccupés dans l'attente de résultats. Même dans l'attente de résultats, ça crée déjà du stress, ça peut déjà créer de l'anxiété, ça peut créer de l'angoisse, ça peut bien sûr créer une phase dépressive. Et c'est là où je veux justement vous sensibiliser pour vous faire savoir que la prévalence à la dépression peut varier à peu près entre 15 et 25% parmi les patientes atteintes du cancer du sein. Alors, pour les Outre-mer, c'est un petit peu plus spécifique, c'est plus difficile de trouver des chiffres parce qu'on n'en a pas, il n'y a pas assez d'études qui sont menées en fait spécifiquement sur les Outre-mer, et je le regrette. Néanmoins, savoir que c'est vrai que il faut que vous sachiez que cette année 2023, même si elle n'est pas terminée, il faut savoir que le nombre de décès par cancer du sein est de 12 100 personnes, et que vous avez à peu près, je passe après Nathalie, je ne sais pas si Nathalie vous a donné les chiffres, mais je parle sous son contrôle. Vous avez environ 61 200 nouveaux cas de personnes atteintes du cancer du sein qui sont déclarés, je parle de cette année, et elle n'est pas terminée. Donc, il faut comprendre que il faut que vous sachiez qu'il y a à peu près 30% des cancers du sein qui pourraient être évités. Et c'est là où je veux vous sensibiliser, c'est sur le fait de qu'est-ce que je peux faire moi pour éviter justement d'aggraver mon cas et d'éliminer d'office les fameux 30% dont on peut réellement se passer. Je vais vous expliquer comment faire ça. Il faut savoir que ça serait évitable si vous aviez une bonne habitude d'hygiène de vie, si vous évitiez l'alcool, le tabac, particulièrement, et je vais axer sur mon propos sur la surcharge pondérale, parce que effectivement nous sommes beaucoup et nous avons une population qui peut être en surpoids
de par le fait que nous aimons beaucoup le sucre. Ah, je ne parlais pas assez fort. Je me rends compte. Donc, nous avons peut-être une prévalence aussi pour le sucre, le gras, etc. Comprenez que l'alimentation des anciens, c'est la meilleure alimentation qui soit. Et que, pour terminer, les facteurs aggravants sont, encore une fois, malheureusement, aussi la sédentarité. On ne bouge pas assez, on a trop recours à la voiture tout le temps, même pour aller jeter une poubelle pour acheter un morceau de pain, alors qu'on pourrait faire le trajet en marchant. On prend son petit parapluie, son petit chapeau, ses petites lunettes s'il faut, et son petit carré de serviette si on veut pas trop transpirer, et on y va. Mais comprenez que c'est l'activité physique qui fera qu'on va justement réduire le pourcentage évitable de déclenchement de pathologies et de maladies. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il y a non seulement des facteurs, je dirais, intrinsèques à nous, qui dépendent de nous, mais nous avons aussi des facteurs extrinsèques. Et dans ces facteurs qui ne dépendent pas de nous, vous avez effectivement le fait de pouvoir accéder aux soins, d'avoir un soutien psychologique et social, et surtout la culture locale. On a la chance d'être aux Antilles avec une culture locale où on est assez facilement proche, la proximité de l'île aide, mais nous sommes aussi assez proches de nos voisins, de nos amis, de nos collègues. C'est pas comme, je vais faire un parallèle avec la France hexagonale, où les gens ne se connaissent pas alors qu'ils habitent la porte d'à côté. Enfin, vous comprenez bien qu'ici, c'est quasi, je vais pas dire impossible, mais c'est plus difficile de dire qu'on ne sait pas que c'est Madame Ginette ou Monsieur Hubert qui habite à côté. Vous comprenez? D'ailleurs, voilà, si on ne le voit pas dans 3 jours d'affilée, on va se dire mais comment? Vous comprenez? Allez toquer à la porte. Faire un petit coup de maquerelle, c'est pas grave si vous créez les autres maquerelles, mais allez garder si vous n'en pas un problème. C'est là où je voulais attirer votre attention et vous dire que je veux axer sur la prise de poids, donc sur la surcharge pondérale, parce que c'est vraiment le facteur qui est le plus aggravant. Je ne vous ai pas dit d'arrêter de tout manger, c'est pas ça. Mais je vous dis que si vous avez déjà une prévalence à déclencher assez facilement, parce qu'il y a peut-être aussi une histoire familiale ou des gènes qui parlent, qui font que vous avez déjà une prévalence à des pathologies et des maladies, allez vous préoccuper de votre surpoids et essayez le plus possible de le réduire. Alors c'est vrai qu'on va me dire mais mon mari m'aime bien en chair, bien en forme, mais la chair et la forme, il faut faire attention à voir si elles ne vont pas venir aggraver effectivement un déclenchement de pathologie. Mon mari m'aime surtout vivant. Oui, et c'est ça. Et si mon mari m'aime mi-vivant, il faut qu'il comprenne aussi qu'il faut que je trouve du temps pour moi, pour aller faire ma petite marche, aller faire mon petit sport, aller justement faire le tour du pâté de maison, mais donnez-vous un peu d'activité, ne serait-ce que physique. Et vous savez, l'activité, on n'a pas besoin d'aller courir non plus sur une plage du Sud, hein. Faire du jardinage, faire du bricolage, en tout cas se maintenir et même avoir des activités manuelles. Tout ça, des choses qui vous font vous dépenser un petit peu, on ne se rend pas compte, mais faire du jardinage, on transpire, et puis de toute façon, le temps déjà par lequel nous sommes, il y a déjà suffisamment de chaleur comme ça, vous allez naturellement transpirer. Le tout, c'est d'être en activité. Il y a le sport national. Et oui, et comme dit Richard à côté de moi, le sport national, mais faire l'amour aussi concourt à une activité physique. Et on n'a pas nécessairement besoin de quelqu'un. Soi-même, on peut se faire du bien et on n'y pense pas. Il faut pas avoir honte de ça. Le sexe, je le dis et je le redis, le sexe est une activité physique qui vous fait aussi vous dépenser, même si vous êtes seul. Donc, je reviens sur la surcharge pondérale, puisque je veux que vous sachiez que la femme adulte en surpoids a un risque accru à développer justement un cancer du sein après la ménopause, donc généralement à peu près après 50 ans en général. Et ceci s'explique par le fait que nous avons donc des tissus graisseux qui stockent facilement les hormones qui sont impliquées dans le développement du cancer. C'est pour ça que je parle de réduire le plus possible l'embonpoint et le surpoids. Et donc, comme je vous disais,
Quels sont les impacts du cancer? Vous avez bien sûr l'anxiété et la dépression. Je vais surtout axer mon propos sur la dépression parce que c'est la journée européenne aujourd'hui et vous faire comprendre que des fois on ne se rend pas compte que on peut croire que l'anxiété n'a rien à voir avec la dépression, mais sachez que l'anxiété, premièrement, c'est le fait de se préoccuper de tout, d'avoir peur de tout, d'avoir peur pour tout autour de nous et des gens que nous aimons particulièrement, de se soucier même de la planète. Il y a beaucoup de gens qui déclenchent de l'anxiété due à la préoccupation écologique actuelle et à l'environnement. Et vous dire aussi que la dépression, également, c'est le fait de se retrouver dans un épisode dépressif qui dure en moyenne, qui est quotidien et qui dure 15 jours. Donc, parfois, il faut que vous compreniez que l'anxiété implique des sentiments effectivement d'inquiétude, de nervosité, aussi de peur pour tout, de peur pour sa santé, de peur pour ses enfants, de peur pour la guerre, parce qu'on est en plein dedans, et de vous dire que concernant la dépression, on a aussi le fait d'être d'humeur triste, désespéré, qui, comme on dit, vous savez, chez nous on dit souvent, enfin je vais pas dire limbé parce que c'est vraiment lié au sentiment amoureux, mais de se dire qu'on est dans un, comment on traduit ça chez nous en créole? Non pas gros poil parce que non, mais de dire que on n'a pas le moral. Je vais faire court et simple. On n'a pas le moral. On n'a pas le moral et en fait on a un sentiment de, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais vous comprenez, c'est pas joie. C'est pas joie dans le cœur, au fond de nous. Au fond du gouffre. Oui, au fond du gouffre, mais voilà, c'est comme si, vous savez, vous avez une publicité où vous avez les gens qui se promènent avec un nuage gris ou une boule noire. Eh ben, c'est le même sentiment. Vous voyez, on n'est pas dans son élément aujourd'hui, et puis ça dure, en fait, ça dure. C'est ça le problème. Et de vous dire que c'est justement, parfois, même quand on est triste, on peut se sentir irritable. On n'a pas envie que le collègue vienne nous taper dans le dos aujourd'hui, nous parler ça. Voyez, vous êtes plus d'humeur à rester dans votre coin, à pas échanger, à pas vouloir parler. Vous n'êtes pas jodi. Le petit Milan là de la machine à café, pas pour moi aujourd'hui. Je résume, je caricature, mais c'est ça. On va rester dans son coin. Et de se dire que justement pour ça, alors je vais vous énumérer les symptômes auxquels il faut faire attention. C'est ce qui doit vous préoccuper. Et si vous en avez effectivement plusieurs, il faut vraiment peut-être aller en parler à quelqu'un. Alors ça peut être bien sûr le conjoint, le collègue, enfin la personne avec qui vous vivez. Ça peut être aussi au travail. En parler peut-être à votre chef, la collègue, thérapeute, coach, psychologue, peu importe, même votre médecin. Le tout, c'est de confier que bon, ça fait un petit moment malheureusement que cette humeur, cette mauvaise humeur dure. Vous traînez ça, vous avez du mal à sourire, vous avez du mal à être gai, à être enjoué, même pour les bonnes nouvelles, même ça vous fait rien. Ça doit vous préoccuper. Alors, je vais vous énumérer les cas les symptômes précisément de dépression qui doivent vous alerter. Premièrement, la fatigue. La fatigue et la fatigue chronique. C'est celle justement qu'on traîne, qu'on n'arrive pas en fait à sortir de son lit en pleine forme, se dire ouais, super, je suis content d'aller au travail aujourd'hui, je suis content de vivre ma vie. Et vous avez cette fatigue là qui traîne, qui persiste, comme un boulet attaché à votre cheville. La fatigue, le manque de concentration, mais pour tout, hein. Vous avez du mal à faire vos tâches au travail, vous oubliez le dossier, vous oubliez un rendez-vous. Enfin bon, voilà. C'est vraiment le manque de concentration qui est lié en fait au syndrome anxio-dépressif dont je parlais tout à l'heure. Et puis de vous dire que vous avez donc la fameuse irritabilité dont je parlais, vous n'avez pas envie de rire aujourd'hui, et puis rien vous énerve. Vous avez bien sûr les troubles du sommeil, du mal à s'endormir, vous vous réveillez en pleine nuit, vous êtes limite en sueur, vous savez pas pourquoi, vous avez du mal à vous rendormir, vous avez l'inquiétude dont je parlais tout à l'heure, excessive mais pour tout. Vous êtes inquiet du temps, vous êtes inquiet de la société, vous êtes inquiet pour la guerre, des enfants, de comment je vais vivre tout à l'heure, demain. Tout ça doit vous préoccuper. En fait, voilà. Si on vous fait remarquer que vous êtes inquiet pour tout et on ne comprend pas pourquoi, allez consulter. Vous avez aussi les changements dans votre alimentation. Donc là, généralement, vous allez voir que vous allez perdre de l'appétit. Pourtant, même les plats que votre chérie Marie-Doudou cuisine, que vous aimez, je dis vous n'avez même pas envie de manger ça. Et là,
tout le monde se pose des questions. Parce que si vous aimez votre grès haricot rouge et qu'aujourd'hui vous ne regardez même pas l'assiette, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, donc pour vous dire que il y a aussi, donc vous n'avez plus envie de grand chose, même le sucre ne vous appelle pas, et puis vous avez, comme je vous disais, ce fameux sentiment de tristesse, mais limite vous vous sentez inutile sur cette terre. Et là, on n'est pas loin des pensées suicidaires. À quoi ça sert? À quoi bon? Pourquoi je vais me battre? Pourquoi je suis là? Mais je ne sers à rien. Bon, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de paroles, de petites paroles, de pensées qui vient vous embêter. Et que vous pouvez peut-être même partager avec d'autres. Et puis, vous avez la perte d'intérêt. Alors là, rien ne vous intéresse. Même la petite série télévisée la petite télénovela que vous avez l'habitude de regarder, Santa Barbara et j'oublie le nom de Clara Maria. Même Clara Maria aujourd'hui, ça vous dit pas de regarder la télé. Donc, pareil. Et puis l'incapacité de se détendre. Vous avez du mal à vous poser, à vous reposer. Vous n'arrivez pas à baisser les épaules et à arrêter d'être crispé. Vous avez donc, comme on dit, le fait de la tension dans le corps, mais qui est aussi liée à une tension mentale de préoccupation que vous n'arrêtez pas d'avoir là pour tout. Et puis pour finir, quand on parle de tension, qu'on n'arrive pas à se relâcher, bien sûr, ça va se cristalliser dans votre corps. Donc, vous aurez des raideurs, vous aurez des douleurs, vous aurez parfois même des palpitations. Alors, les symptômes varient d'une personne à une autre. C'est pas parce que Richard près de moi a mal à la tête que Laurane près de moi aura aussi mal à la tête. Mais peut-être qu'elle aura des palpitations. Vous comprenez? Chaque personne a des symptômes divers et variés, mais bouffées de chaleur, surtout si on est période de ménopause, des sueurs, des douleurs abdominales, des essoufflements, etc. Donc tout ça là doit vous alerter. Si vous avez un ou plusieurs de ces symptômes, attention, consultez. Il vaut mieux aller 2 fois chez le médecin dans la même semaine que d'y aller pas du tout. Et c'est ça qui doit, le médecin aussi est là pour vous rassurer et comprendre que il faut, même peut-être un thérapeute aussi, il faut pouvoir consulter. Alors, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si ça a déjà été dit par les intervenants avant moi. Sachez que depuis avril 2022, en sortant de crise, le gouvernement autorise toute personne à partir de 3 ans à pouvoir consulter si cette personne se sent angoissée, déprimée ou bien sûr en souffrance psychique. Vous pouvez bénéficier de séances auprès d'un psychologue. Donc, n'hésitez pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas le dispositif Mon Psy. Allez voir votre médecin. Il va vous remettre un formulaire pour pouvoir aller consulter sur une liste les psychologues qui sont dans le dispositif, qui sont pas loin de chez vous, je l'espère. Il y en a quand même, je sais, je me suis renseignée pour vous, 2-3 en Martinique. Donc, allez consulter. Excuse-moi, si je t'interromps rapidement, parce que tu as dit quelque chose là qui m'interroge beaucoup, qui me pousse à m'interroger. Tu as parlé de situations anxiogènes. Oui. Par exemple, la guerre, la guerre, le temps, les enfants, etc. Mais dans la vie d'aujourd'hui, là, du coup, où, quand on allume la télé, en ce moment c'est Israël, etc., il y a le Covid, il y a la Russie, il y a tout cela. Sinon, c'est beurre par-ci, beurre par-là. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en Ukraine et effectivement en Palestine, parce que chez nous aussi, on a des phénomènes qui sont assez préoccupants. Ne serait-ce que le jour à la télévision, on est déjà submergé par tout cela. Quand on passe dans la rue, c'est pareil. Exactement. Alors, comment peut-on, de manière concrète, comment peut-on sortir de cette spirale Alors, il y a plusieurs choses à faire. Vous avez bien sûr la méditation, la relaxation, le fait de pouvoir pratiquer ce qu'on appelle les arts thérapeutiques, des choses qui viennent vous apaiser. Mais aussi, il faut, comme je dis, extraire ces préoccupations-là qui sont dans nos têtes de notre corps. Écrire peut être un bon moyen. Chacun doit trouver ce qui lui correspond. Comme je dis, c'est pas parce que je donne un conseil ici qui sera applicable de l'autre côté. Mais il faut que vous trouviez ce qui peut permettre
que, alors pareil, vous avez des groupes de parole, des groupes de soutien, vous avez toutes les associations qui sont présentes, qui sont là par rapport au cancer du sein, et puis d'autres types d'accompagnement qui sont à votre disposition, parce que là je parle du cancer en général, hein, même si on est focus sur celui du sein aujourd'hui, et de vous dire que vous avez aussi possibilité d'appeler des numéros d'aide et d'assistance qui sont des numéros nationaux qui sont à votre disposition gratuitement également pour vous accompagner. Je pense à OCS Crise ici aussi, surtout pour les préoccupations suicidaires, entre autres, qui peuvent être liées aussi à l'annonce de la maladie, et de vous dire que vous avez effectivement possibilité de vous faire accompagner. Alors, vous avez bien sûr les premiers recours. Sachez que le premier recours que vous avez, c'est la personne qui est à côté de vous. Que ce soit dans votre famille, dans votre maison, au travail, ou peu importe où vous vous trouvez. N'hésitez pas, et on a peut-être tendance ici à trop s'enfermer du qu'en dira-t-on, c'est pas grave. Il vaut mieux rester en vie et puis qu'on se moque de vous que vous soyez entre quatre planches. Donc, parlez. Vous avez un souci, dites-le. Cherchez l'aide auprès de qui peut vous l'apporter. Des fois, vous connaissez les gens autour de vous. Vous savez très bien qu'un tel n'est pas favorable et disponible et disposé à ce genre de paroles. Allez trouver la personne qui est plus sensible, en fait, à vous écouter et à ne pas vous juger. Et sinon, la médecine du travail, on n'y pense pas. Le médecin de famille, un thérapeute, mais même le prêtre peut vous écouter. Là, je parle uniquement de s'épancher, de parler de ces problématiques. Après, vous avez effectivement des associations, vous avez les centres d'aide et d'accompagnement au niveau du CHU et d'autres établissements de santé qui sont à votre disposition pour vous prendre en charge et pour vous accompagner sur votre parcours. Je pense aussi à la CAF, la CGSS qui ont des dispositifs également pour vous accompagner sur le parcours de soins, le traitement et la prise en charge. Je suis passée sur l'alimentation parce que normalement vous avez aussi déjà, Nathalie vous a donné aussi quelques petites informations à ce niveau-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en termes psychologiques, voilà ce qu'il faut faire. En termes physiques aussi, aller se faire masser, on n'y pensait pas. Attention, si on est déjà en parcours de soins, il faut faire attention au type de massage. Et puis, il y a des soins adaptés qui peuvent être faits au plus loin. Et quand je dis au plus loin, c'est pas au plus près de cette zone. Donc, au plus loin, ça peut être effectivement des zones où il n'y a pas de ganglions, où il n'y a pas, voilà, au niveau de la lymphe. Tout à fait. Et puis vous dire que vous avez aussi toute une série, alors à vos dispositions, hein, vous avez des sites qui sont dédiés ou qui vous donnent de l'information aussi sur les parcours existants sur votre territoire qui peuvent vous être utiles. Alors, effectivement, je n'en ai même pas parlé, je ne me suis même pas présentée, je réalise. Parce que tout à l'heure, je vois le livre Roger devant moi, donc je t'ai posé la question tout à l'heure, mais concrètement, que peut-on faire pour sortir d'une situation anxiogène ? Il y a plusieurs choses. Je lis la santé intégrative, 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Tout à fait. Alors, je suis praticienne en santé naturelle et bien-être, entre autres, j'ai d'autres casquettes, mais j'ai effectivement écrit mon premier livre sur la santé intégrative qui doit venir être un secours pour faire face aux maladies, aux pathologies, et spécifiquement au cancer dont on parle aujourd'hui. Sachez que dans le livre, je vous ai effectivement sorti 14 solutions de dépression en prévention surtout, et ces solutions, ce sont des choses que nous avons à disposition autour de l'hydrothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie, la médecine, je dirais, traditionnelle, et quand je parle de médecine traditionnelle, je parle des plantes et des épices de chez nous, donc les boissons thérapeutiques avec nos plantes et nos épices. Sachez que toutes les solutions que je vous donne dans le livre sont scientifiquement prouvées, donc elles ont déjà été testées doublement, moi qui cherchais des solutions pour mes problématiques, et en tant que thérapeute ensuite. Donc sachez que la psychologie positive,
la méditation pleine conscience. Je parlais encore de massage aussi. Il y a des types de massages aussi qui viennent lever les traumatismes, les blocages émotionnels, les blessures d'enfance, qui peuvent ressurgir avec l'annonce de la pathologie et qui aussi, en fonction de l'environnement que vous avez, comment vous pouvez faire face à ça. Dans le livre, vous avez l'équivalent de 3 séances de coaching pour vous accompagner à faire le point sur votre alimentation, sur votre gestion émotionnelle, sur qu'est-ce que vous voulez pour votre vie. Vous avez de très belles annexes aussi qui synthétisent chaque chapitre du livre et qui viennent vous donner de l'information sur, en fonction des pathologies et des maladies, qu'est-ce que vous pouvez prendre sur les huiles essentielles. Voilà, vous allez regarder, c'est très bien fait. À chaque fois, chaque chapitre est contre le stress, contre la dépression. Qu'est-ce que je peux prendre? Donc, pareil, vous êtes stressé. Quelles sont les huiles essentielles que je peux utiliser? Vous avez un passage à vide en termes dépressifs ou anxio-dépressifs. Quelles sont les huiles essentielles que je peux utiliser? En infusion, en inhalation. Est-ce que je peux les prendre en oral, etc. Donc, en fait, à chaque fois, en fonction des maladies et des pathologies, j'ai présenté les solutions dans chaque catégorie en termes d'eau. Pareil, je souffre de faiblesse générale, j'ai des problèmes de rhumatisme au rein. Quels sont les types d'eau que je peux boire qui viennent me soulager? En fonction des épices aussi et des plantes. Je vous ai classé toutes les épices et toutes les plantes que nous avons chez nous et pour que vous puissiez savoir quelles sont celles qui peuvent vous aider à soutenir le système immunitaire, à diminuer les risques de cancer, à favoriser justement le fait de pouvoir vous maintenir dans un niveau d'énergie quotidien parce qu'on sait bien que la maladie, ça pompe en termes énergétiques et de savoir quels sont les aliments que vous pouvez prendre aussi, quels sont ceux qui vont venir vous soutenir. Et j'ai fait ça pour les 28 solutions. Donc en fait, c'est vraiment un guide pratique. Vous l'ouvrez au chapitre que vous voulez et vous allez toujours trouver quels sont... tout est classé en fonction des types de maladies, de pathologies qui sont liées au stress et à la dépression qui peuvent vous être utiles. Très bien, Cindy. Alors, je te complète de cours. Est-ce que je peux faire gagner ce livre? Ah oui, tu peux. Je peux le faire gagner. On va voir si vous avez été attentif. Tout à l'heure, Cindy a parlé d'une pathologie aggravante. Elle a parlé d'une pathologie aggravante. Elle a insisté sur une pathologie bien particulière qui est aggravante. Et elle a bien insisté sur le fait que si on évitait des principes, on pouvait très bien. Elle a dit quoi, madame? Très bien, madame. Donc, Cindy, je te laisse souffrir à ton livre. Oui, je vais vous le dédicacer si vous voulez. Comme ça, je vais venir près de vous. Mis à part ça, où est-ce qu'on peut trouver justement ce livre? Alors, j'en ai quelques-uns avec moi ce soir si vous le souhaitez. Tout moyen de paiement accepté. Vous pouvez, pareil, sur mon site internet cindychéri.com, vous pouvez vous le procurer. C'est moi-même qui vais venir. Le nom du site cindychéri.com. cindychéri.com. Tout à fait. Comme chéri. Alors, cindychéry.com et vous pouvez effectivement vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. Il sera livré à la personne en question n'importe où dans le monde avec une dédicace si vous voulez. Il est aussi à Cultura. Tout à fait. Il sera, si vous voulez vous procurer ce soir même, sur le stand où je serai tout à l'heure. D'accord. Donc, si ça vous intéresse, félicitations à la gagnante déjà. Mais si ça vous intéresse, le livre sur la dépression et... La santé intégrative. Alors, qu'est-ce que c'est? Je voulais finir sur ça. La santé intégrative, c'est justement le fait de pouvoir allier corps, esprit, émotion pour pouvoir se soigner. Donc, comment je peux prendre soin de ma tête, de mon cœur et de mon corps? Et sachez qu'en fait, en Occident, on a malheureusement la tendance de s'arrêter aux médicaments et de s'arrêter à arrêter la plaie en mettant un pansement dessus. Ce que l'oriental ne fait pas, parce que lui va chercher vraiment la cause. Nous, en Occident, on s'arrête à la conséquence. Et comprendre que quand on cherche la cause, parce que j'en ai pas parlé, mais sachez que vous avez effectivement... il faut savoir que les femmes, il y a 15 à 25% des femmes qui sont atteintes du cancer du sein ont un syndrome dépressif associé ou anxio-dépressif. Mais il faut savoir que malheureusement, il est 5 fois plus élevé que dans le reste de la population. Donc en fait,
il faut vous dire qu'il faut vraiment faire attention à la dépression qui est liée à la maladie, au cancer du sein. Et je voulais vous dire que en énergétique, avéré ou dans le déni. Donc, sans le savoir, généralement, c'est je dirais, l'énergétique. Il faut savoir que la maladie, c'est le mal qui dit. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a déjà, qui se manifeste. Et généralement, quand on souffre d'une pathologie telle que le cancer du sein, il faut savoir que ça peut être lié à des blessures d'enfance, à des traumatismes émotionnels, des choses qui n'ont pas été guéries, dont on n'a peut-être même pas conscience également, et qui viennent vous impacter. Par contre, il faut que vous puissiez comprendre que si ça vous arrive, c'est qu'il y a une raison, qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous à comprendre. Et vous verrez que ça sera l'occasion pour vous aussi de venir pacifier en fait ce passif que vous avez engrammé dans votre corps, qui peut être aussi dans des générations précédentes, qu'il faut venir mettre en lumière pour pouvoir le traiter et donc guérir. Et c'est aussi le fait de se dire que on m'envoie un message et qu'il faut que je puisse répondre à ce message pour pouvoir m'en sortir. Très bien, merci beaucoup Cindy Chéri. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Merci de votre attention. Merci beaucoup. Très enrichissant, très formateur aussi. Donc n'hésitez pas à la santé intégrative par Cindy Chéri. Donc vous pouvez aller à son stand. Nous allons maintenant accueillir le Lions Club. Merci beaucoup Cindy. Voilà, donc on attend le Lions Club.